Bonjour, je suis Clémentine et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous raconteront leur expérience de mère, sans filtre et sans compromis. Grâce à leurs récits, vous serez, je l'espère, rassurés, émerveillés, réconfortés et déculpabilisés. Bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. On connaît toute une femme de près ou de loin touchée par cette putain de maladie. Moi, par exemple, j'avais 15 ans quand ma tante maternelle est décédée d'un cancer du sein foudroyant. Depuis, les mammographies font partie de ma vie et j'ai appris à être vigilante. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on guérit du cancer du sein. Alors certes, c'est beaucoup mieux, mais il touche encore 59 000 femmes en France chaque année et il reste 15 à 20% des cancers du sein qu'on ne guérit pas encore. La vigilance reste donc de mise, pour toutes, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, figurez-vous que ça n'arrive pas qu'aux autres. Cette triste constatation, Anne l'a faite l'année dernière, lorsque, enceinte de son 3e enfant, elle a commencé à avoir très mal à l'épaule gauche, mais vraiment très mal. Et brutalement, une annonce improbable. Alors comment ça se passe quand le cancer du sein touche une femme enceinte ? Comment l'identifier ? Quels sont les protocoles prévus et comment gérer cancer et maternité ? Dans cet épisode si important, en ce mois d'octobre rose, Anne vous racontera tout son parcours et alors que son principal objectif était de se préparer à donner la vie, comment elle a dû soudain se battre pour sauver la sienne. Bonjour Anne. Bonjour Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Tu sais que c'était important pour moi, évidemment, de ne pas finir ce mois d'octobre sans parler du cancer du sein. Donc, je suis très heureuse que tu aies accepté d'incarner aujourd'hui cet épisode pour en parler. On va s'attarder du coup sur cette 3e grossesse qui a coïncidé avec la découverte de ton cancer. Mais avant tout, c'est une tradition dans ce podcast. Je vais te demander de te présenter. Donc, tu vas me donner, s'il te plaît, ton nom, ton prénom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Donc, Anne Minot, je viens de fêter mes 40 ans. Je suis issue de la région parisienne. Je travaille en tant que responsable de contrat chez un grand opérateur téléphonique, on va dire. Ouais. Je suis mariée avec Guillaume, que j'ai rencontré à l'âge de 18 ans. On est mariés. Waouh. Ça fait longtemps, effectivement. Ouais. Donc, en 2008, on a eu la joie d'accueillir notre premier enfant, Léane. Ouais. Suivi 2 ans après, 22 mois, pour être précis, d'Alexandre. Et puis voilà, pendant près de 10 ans, on a mené notre petite vie à 4, tranquillement. En vous disant que peut-être il y en aurait un ou une 3e. Alors, ou c'était moi, pas dans les projets. J'ai toujours adoré et la grossesse et l'accouchement, et j'ai jamais pu refaire mon deuil d'une potentielle 3e grossesse. Après, quand on a 2 enfants qui sont rapprochés, c'est souvent un peu sportif, donc quand on en est sorti, on est content. Donc sans jamais faire mon deuil, on a laissé passer les années et en se disant on est bien à 4. Et puis il y a à peu près 2 ans, on a retrouvé à l'autre bout de la terre, en République dominicaine, des personnes qui en fait habitaient dans notre quartier qu'on ne connaissait pas. Et notre fils Alexandre dit maman, ça c'est Louis qui est dans la classe d'à côté de la mienne. Ah, c'est marrant, improbable. Improbable, effectivement. Et du coup, on a fait connaissance de cette famille-là, qui avait un petit 3e, un petit garçon écarté des 2 aînés. Et là, il m'a tourné la tête, comme dit Guillaume. Et je me suis dit, je peux pas, j'ai envie d'un 3e. Alors, tu voulais faire pareil. Ouais. Ça t'a donné envie. Alors là, Guillaume me dit, mais quelle mouche l'a piqué. Donc, il me dit, écoute, si vraiment t'as envie, je te suis, mais sois sûr de toi. Donc, je me suis donné 6 mois. Au bout de 6 mois, l'envie était toujours là. Donc, je lui ai dit, je crois que j'imagine pas ma vie sans un 3e. J'ai vraiment envie de mettre un petit coup de souk dans notre vie qui était trop bien rangée. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était trop calme. Ouais. Hein ouais. Donc, t'as décidé ça, tes 2 aînés, avec quel âge ? Avait donc 9 et 11 ans. 9 et 11, d'accord. Et comment s'étaient passées les 2 premières fois ?
Des grossesses on ne peut plus classiques. On a eu peu de difficultés à avoir Léane. Ouais. La grossesse s'est très bien passée. Elle est arrivée quasiment à terme. Alors, il y a eu juste au moment de l'accouchement où ça a été un petit peu compliqué parce qu'il a fallu faire une césarienne d'urgence parce que c'était pour cause de souffrance fétale. Et ça t'a pas trop choqué, cette Absolument césarienne pas, d'urgence? parce que quand on entend le cœur du bébé ralentir, moi je me disais qu'un truc au fond de moi, c'était faites-la sortir, sauvez-la. Ouais. Et donc quand ils ont dit césarienne, j'ai vécu ça comme un énorme soulagement. D'accord. Donc ça a été un petit peu plus difficile pour Guillaume parce que en l'espace de quelques secondes, il s'est retrouvé seul dans la salle d'accouchement. Puisqu'il m'a emmené au bloc. Et quand, après l'accouchement, l'infirmière est venue le voir en lui disant « Bon, ça y est, monsieur, bébé va bien », qu'il a posé la question « Et ma femme ?» Et que l'infirmière lui a répondu « Ah je sais pas, attendez, je vais me renseigner. » Oh là là, mais comment on peut sortir une phrase comme ça? Je sais pas. Mais... Je sais pas, je vais me renseigner. Voilà. D'accord. Ok. Donc voilà, le deuxième deuxième grossesse et deuxième accouchement a été beaucoup plus facile puisque la grossesse s'est très bien passée. Accouchement voix basse, c'est là le bonheur de sentir ce que c'est qu'un accouchement voix basse. D'accord, donc 2 premières expériences vraiment chouettes, quoi, Ouais. Sans mauvais souvenirs. Non, aucun. Que du bonheur. C'est ça, que du bonheur. Une fille, un garçon. Oui, C'est vrai que vous auriez pu vous arrêter là tout à fait. et ne pas prendre le risque de vivre quelque chose d'un peu plus chaotique. Parce que c'est vrai, quand on a 2 expériences comme ça aussi, qui ne laissent que des bons souvenirs, parfois on peut se dire, bon, est-ce que le 3e va être aussi chouette que les 2 premières? Le premier, on se pose pas de questions. Moi, je me posais pas de questions parce que j'imaginais pas une vie sans enfant. J'imaginais pas non plus avoir un enfant unique. Donc le deuxième, Le troisième, c'est un vrai choix de notre part de se dire, on prend ce risque de potentiellement complètement de déséquilibrer notre modèle familial qu'on n'aurait pas eu si on avait le choix de s'arrêter à 2. Bien sûr, bien sûr. Non, mais t'as raison, c'est un vrai choix de famille, quoi. C'est beaucoup plus un choix que les 2 premiers qui coulent un peu plus de source. Exactement. Quoi. Voilà. C'est une vraie décision. Et c'est ce que j'ai mis sous le compte de ma crise de la quarantaine. Oui, c'est ça, un petit peu en avance. Qui changent de projet professionnel. Il y en a qui se séparent de leur conjoint. Il y en a qui... moi, c'était un 3e enfant, quoi. Et donc, cette 3e grossesse est arrivée rapidement, aussi facilement que les 2 premières? Oui. Oui. Quelle chance. Oui. Donc, c'était parti. Tu vois tout d'un coup votre future vie là, complètement transformée? Transformée, non. C'était une continuité. Et surtout, l'idée de me dire je vais pouvoir ressentir à nouveau un bébé dans mon ventre, l'allaiter. Tous ces projets-là, c'était vraiment... Parce que tes 2 aînés, tu les avais allaités aussi? Oui, j'ai allaité les 2 aînés et oui, j'allais allaiter la 3e. C'est ça. Bon, et alors comment démarre cette 3e grossesse tant attendue? Je dirais normalement. Rien à signaler, pas de mots de grossesse. Si. Si, les fameuses nausées, mais bon, comme les précédentes. Donc, d'accord. Tu connaissais. Ouais, je connaissais. Et limite, t'étais contente de les vivre. Ouais. Et toi, alors, tu flottais sur ton petit nuage. Comment s'est continuée cette grossesse? Moi, j'ai toujours été boostée par les hormones pendant la grossesse. Donc, oui, effectivement, voir la vie en rose, les joies de pouvoir remettre des vêtements de grossesse. Je faisais du shopping, voir les vêtements de grossesse en me disant, non, c'est joli, mais bon, toi, t'as fini tes grossesses. Et là, de pouvoir me dire, allez, je recommence. Voilà. T'étais impatiente de reporter des fringues de grossesse. D'accord. Ah oui, t'étais vraiment mûre, hein. Ah oui. Non. Comment se passe la suite de cette grossesse? Donc l'été 2019. L'été 2019. Donc là, on a cumulé quand même pas mal de choses. La canicule, donc qui était quand même pas une mince affaire. Et c'est vrai que je continuais à travailler. J'ai eu un épisode, un moment pendant lequel j'étais malade et j'ai vraiment mis du temps avant de m'en remettre. Donc je pense que j'étais physiquement
fatiguée par cette sinusite qui n'en finissait pas. Ah oui, une sinusite carabinée. Pendant près de 3 semaines. Oh là là, ouais. Je commençais un petit peu à avoir mal du côté gauche. Alors j'avais mis ça sous le compte du fait qu'avec la sinusite, le rhume, je m'étais pas mal mouchée. Et peut-être que à force de se moucher, ça commençait voilà, c'était peut-être une petite courbature ou contraction que j'avais au niveau oui, là tu montres, tu me montres donc le bas enfin presque sous ton bras en fait là. Voilà, entre l'épaule et le sein gauche, ça commençait un petit peu à être. T'avais mal là. Ouais, j'avais un peu mal. On se dit on va aller voir le médecin. Je vais lui poser la question, je vais lui dire voilà, j'ai un peu mal là. Ouais. Le médecin m'ausculte, me dit non, je sens rien de précis, voilà. Et donc on s'était dit que c'était probablement lié au rhume. Lié au rhume, d'accord. Tu repars chez toi avec cette douleur en haut du sein, là, presque sous le bras, mais du coup, tu ne t'en inquiètes pas plus que ça ? Non, parce que pour moi, c'était vraiment une petite douleur physique, enfin voilà, comme une toute petite courbature. Et puis, c'est surtout que je sentais rien en termes de... Je palpais régulièrement, mais je sentais rien. Il y avait pas... On parle toujours d'une petite boule. Oui. Voilà, j'avais rien identifié de tout ça. D'accord. Ça, c'était pendant le mois d'août 2019 ? Plutôt fin juillet. Ok. Donc voilà. Puis après, et au mois d'août, vous partez en vacances ? En vacances, en famille, voilà. Et toi, t'es enceinte de quoi, 6 mois, 7 mois ? Ta date d'accouchement était prévue pour quand ? Le 20 novembre. Le 20 novembre. Ouais. Ouais, donc au mois d'août, t'es enceinte de 6 mois, quoi, 6 mois et demi. Ouais. Et pendant tout le mois d'août, douleur relativement faible. On juge toujours sur les échelles de 0 à 10 combien on est. Je dirais de l'ordre de 3, 4, plus 3 que 4. Ouais. Mais une douleur régulière au niveau du sein gauche. Voilà. Toujours en haut du sein, là ? Toujours en haut du sein, presque sous le bras ? Non, ça ressemblait plus à une douleur, une courbature, mais c'était vraiment plutôt une douleur diffuse au niveau du sein gauche. Alors, j'avais pas d'endroit bien particulier, mais vraiment au niveau de tout le sein gauche. Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Ça t'inquiète ou pas plus que ça ? Non, pas plus que ça. Après, je savais que c'était forcément... Enfin, il y avait quelque chose, mais bon, c'était pas très douloureux. Mm-hmm. On dit toujours que les cancers, c'est pas douloureux. Donc, voilà. La suite me dira que quand le médecin, mon radiothérapeute m'a dit que en fait, quand qu'un cancer fait mal, c'est qu'il est déjà très avancé. Et oui, c'est ça. Donc, voilà. Mais quand il se développe, en fait, il est silencieux et indolore. C'est pour ça que c'est très vicieux, quoi. Voilà. Comment se passe la fin de l'été ? Est-ce que tu arrives quand même à profiter un peu des vacances ? Cette douleur ne t'handicape pas plus que ça ? Si, elle grandit. Voilà, elle grandit. Et puis, enfin, c'est surtout que ça me gêne, ça me fait mal. Pas une douleur très forte, mais une douleur diffuse, constante, qui me gêne. Et donc, tu décides d'aller consulter ? Alors, non, pas particulièrement. Mais du coup, au moment où je fais ma consultation de suivi gynécologique à la fin du mois d'août, en revenant des vacances, la consultation à Port-Royal, je montre ça à mon gynécologue et il me dit effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. On va faire une échographie pour savoir ce que c'est. À l'époque, je dirais que mon sein il faisait 1,5 fois la taille de l'autre. Sur le coup, je mettais ça sur le compte de l'allaitement qui se mettait en place, parce que c'était des douleurs en plus qui ressemblaient à des douleurs d'allaitement. De montée de lait. Exactement, la lactation qui se mettait en place. Et je me suis dit, parce que finalement c'était asymétrique sur les deux seins, que peut-être que lors des 2 précédentes grossesses, j'avais allaité de manière asymétrique. Et donc que le sein gauche, qui j'avais peut-être plus sollicité lors des 2 premières grossesses, se mettait en marche beaucoup plus activement que l'autre. Et donc, du coup, j'expliquais ça, cette douleur. J'expliquais de par la lactation qui se mettait en place. Et la différence de taille aussi, du coup. Tu trouvais des raisons à tout, en fait. Oui. À la fois à la douleur et à ce sein gauche qui était, tu dis, 1,5 fois plus gros que l'autre. Ouais. Même à travers mes vêtements, on le voyait. D'accord.
Guillaume, qu'est-ce qu'il en pensait de tout ça? Est-ce qu'il était inquiet? Non, parce que moi je l'étais pas. Donc, et puis j'avais une explication qui était plausible. Hein. Quand j'en ai parlé autour de moi, oui, tout le monde me disait que c'était plausible. Et alors fin août, donc ton gynéco te dit qu'il faut faire une écho mammaire. Oui, tout à fait. Ok. Donc je vais faire l'échographie au cabinet de radiologie de mon quartier. Donc une échographie mammaire, c'est pas une mammographie, hein, non, c'est encore autre chose. Tout à fait. C'est vraiment comme les échographies qu'on fait au niveau du ventre, sauf que là, c'était au niveau du sein pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ok. Et là, le radiologue me dit... Alors au début, il me dit, bah oui, mais c'est normal, madame, que vous ayez les seins qui soient gros et que ça vous fasse mal. Enfin, en pleine grossesse, c'est normal. Et puis au moment où je me déshabille, il me regarde, il dit, ah non, ça c'est pas tout à fait normal. Et au moment où il fait la radio, il me dit, on voit quelque chose, une grosse masse dans votre sein, une grosse masse inflammatoire. Ça ressemble à un kyste. Sauf qu'un kyste de cette taille-là, sur la fin, la tumeur faisait 11 par 7 quasiment. C'est énorme, 11 cm par 7. C'est énorme, ouais. Et donc, une balle de tennis, ça fait combien? C'est plus petit? C'est plus petit, je pense. Et donc, du coup, le radiologue qui me dit potentiellement ça peut être un kyste, vous retournez voir un spécialiste rapidement. Moi, je ne connaissais pas de spécialiste, donc je suis retournée là où on me l'avait prescrit. Donc, je suis retournée à Port-Royal, aux urgences. Et la sage-femme qui m'a auscultée, elle me dit, écoutez, on n'est pas spécialiste du sein. Je vais appeler une de mes amies, qui est chirurgienne à l'Institut Curie, pour avoir son avis. Et au final, elle discute et puis elle me dit, a priori, ça pourrait être, alors je crois que c'était un papillome ou je ne sais pas quoi, enfin... Voilà. A priori, c'est quelque chose de bénin, mais on va suivre ça de près. Vous avez rendez-vous demain matin à 9h30 à l'Institut Curie. Et à ce moment-là, personne ne prononce le mot cancer ou tumeur? Moi, j'arrête pas. Moi, j'arrête pas de poser la question. Est-ce que ça pourrait être cancéreux? Mais systématiquement, toutes les spécialistes me disent non, ça ressemble pas à un cancer. C'est a priori bénin, mais on ne sait pas ce que c'est. D'accord. Donc le lendemain matin, rendez-vous à Curie. Voilà, à l'Institut Curie. La mecque, vraiment, de la recherche contre le cancer. Ouais. C'est un hôpital qui est extraordinaire pour les cancers. Et là, je me pointe. Alors, ça fait un peu bizarre, parce qu'on est en plein milieu de dizaines, de centaines de patients qui sont atteints d'un cancer. Et moi, je me pointe enceinte avec mon gros ventre, me disant, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je porte la vie. Non, c'est pas possible que ce soit un cancer. Enfin, voilà. Tu y vas seule à ce rendez-vous? J'y vais seule, oui. Parce que c'était un rendez-vous médical comme tous les précédents pour contrôler. Savoir, pour contrôler, savoir ce que c'était. On savait que potentiellement, si c'était un papillome comme il m'en avait parlé, on pourrait faire une opération, mais on savait que c'était faisable enceinte. Voilà. Donc j'étais tranquille. Et puis donc je rencontre la chirurgienne qui m'ausculte, qui me dit non, ça ressemble pas à un cancer. La chirurgienne de Curie te dit que ça ne ressemble pas à un cancer? A priori. Okay. À chaque fois, je questionne, je dis est-ce que ça peut être un cancer? A priori, ça ne ressemble pas à un cancer. D'accord. Je fais du coup échographie en plus. Je repose la question à l'échographiste, je sais pas, la personne qui fait l'échographie, qui me dit a priori, ça ne ressemble pas, mais je peux pas être formelle. Il n'y a qu'une biopsie qui pourra nous le dire. Et oui, c'est ça. Fallait faire une biopsie. Voilà. Et donc ça, on te l'a prescrit? Alors, dans la journée, alors que moi, je m'attendais juste à faire un rendez-vous de consultation avec la chirurgienne, j'ai eu rendez-vous de consultation avec la chirurgienne, j'ai eu échographie, j'ai eu mammographie, j'ai eu biopsie et j'ai eu ponction pour soulager, tellement c'était gros. Il y avait beaucoup de liquide, en fait. Voilà. Dans le sein. Voilà. Donc, j'ai passé ma journée à Curie. Et là... J'étais un petit peu retournée quand même parce que, je disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, tu m'étonnes. Et entre chaque rendez-vous, on te faisait un peu un update, on te tenait au courant de l'avancée, de leur réflexion ou pas? Non, mais en fait, tant qu'ils n'ont pas de résultat de la biopsie, ils ne peuvent pas se prononcer. Donc certes, ça n'y ressemblait pas parce que c'était inflammatoire, très gros.
Mais voilà, il ne pouvait pas être formel. Et le médecin, enfin en tout cas à l'Institut Curie, il ne cherche pas à rassurer coûte que coûte. Il cherche à poser un diagnostic et voilà. Et ça peut être déstabilisant parce qu'on a envie d'être rassuré, mais si c'est rassuré alors que c'est faux, ça ne sert à rien. Bien sûr. Donc voilà. Ouais. Ils attendent d'avoir tous les éléments pour poser le diagnostic. Tout à fait. Toi, tu étais dans quel état toute cette journée là? Tu as réussi à garder ton calme? Tu as appelé Guillaume entre chaque rendez-vous? Comment tu as géré là, tout cet enchaînement de rendez-vous qui n'était pas du tout prévu? Alors honnêtement, j'ai pleuré. J'ai pas mal pleuré parce que je comprenais pas ce qui se passait. Je sais pas comment te dire. Après, j'étais pas toute seule. Enfin, j'étais toute seule physiquement, mais j'étais avec Maya. Ouais. Et mine de rien, j'étais pas toute seule à affronter tout ça. C'était important, tu le sentais ça déjà très fort. Ouais. Alors c'est un peu flippant parce que tu te dis tous ces examens, et notamment la mammographie où t'es pas censé le faire en étant enceinte. Moi je le faisais enceinte. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont bien fait attention que j'étais enceinte? Est-ce qu'ils ont bien protégé le bébé? Mais bon. Et puis t'es pris dans un espèce de rouleau compresseur d'enchaînement de rendez-vous médicaux. Ils savent ce qu'ils font. Donc, à la fois stressée, à la fois anxieuse, mais rassurée de par cette prise en charge. Oui, et puis tu te dis que tu es au bon endroit, de toute façon. Parce que Curie, il n'y a pas tellement mieux que cet endroit clairement. Pour détecter tout ce qui peut être cancéreux. Et alors, à la fin de la journée, on te donne une explication ou pas? Alors non, on sait que les résultats seront donnés dans une semaine. On planifie un nouveau rendez-vous. Une semaine? Dans une semaine. Oh là là. Qui est le rendez-vous dit d'annonce. Mon Dieu. Et là, je leur ai dit, écoutez, je travaille encore. Mon congé pato commence, si je le prends dans 10 jours, je ne vais pas avoir la tête à travailler. Est-ce que vous pouvez m'arrêter? Théoriquement, ils ne le font pas à Curie. Ils me disent, écoutez, là, vous êtes dans un cas très particulier, on vous arrête. Donc, j'ai été arrêtée pendant une semaine. Ouais. Et pendant une semaine, je n'ai fait que de rechercher sur Internet qu'est-ce que ça pouvait être. Je pense que j'ai tout épluché les sites avec tous les symptômes que j'avais, que ce soit en français, en anglais, pour essayer de savoir ce que c'était. Je cherchais que des trucs bénins. T'es rentrée en mode machine exactement de recherche. Voilà. T'avais toujours aussi mal? Oui. D'accord. Alors, j'avais été soulagée par la ponction qui m'avait enlevé, je ne sais plus combien, 20 centilitres de liquide. De liquide dans le sein. Ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu trouves au cours de ces recherches sur Internet? Je trouve rien dans le sens où j'arrive pas à identifier ce que j'ai. Donc, du coup, je me dis, même si c'est bénin, c'est pas classique. Donc, c'est pas... Voilà. Et en fait, de fil en aiguille, cette semaine où j'ai cherché des trucs sur Internet m'a fait lire beaucoup de choses sur le cancer, sans que je me dise c'est un cancer. Mais voilà, j'ai lu beaucoup de choses. Et au final, j'ai appris plein de tous les types de cancers du sein que ça pouvait être. Parce que donc, est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes, il y a plusieurs typologies de cancer du sein? Il y a 4 cancers du sein. Il y en a 3 dont on sait à quoi ils se nourrissent, entre guillemets. Il y en a 2 qui sont dits cancers hormonodépendants, donc qui réagissent soit à la progestérone, soit à l'œstrogène. Et donc, c'est un cas qui peut être très probable pendant les grossesses, puisqu'il y a une poussée d'hormones. Voilà. Le 3e cas, c'est un cas qui s'appelle le HER2 et qui réagit, alors je crois que c'est une protéine qui s'appelle HER2 et donc voilà. Mais donc dans ces 3 cancers, entre guillemets, on sait à quoi ils se nourrissent et on a des traitements ciblés pour pouvoir traiter les cancers. Ok. Et le 4e, il s'appelle le triple négatif. Triple négatif parce que c'est aucun de ces 3 autres cas et donc c'est le cas fourre-tout. D'accord. Donc, il se nourrit à on ne sait pas quoi. On ne sait pas encore. Alors, ça évolue énormément. Au moment où j'étais à Curie l'année dernière, il me disait la recherche évolue énormément. On a trouvé 2 autres nouveaux éléments auxquels ce cancer pourrait se nourrir, mais c'était le tout début et il n'y avait pas de traitement. Et alors, pendant cette semaine, toi, au fond de toi, tu sentais que c'était un cancer? Je savais que c'était pas cool. Mmh.
Je pensais pas que c'était un cancer, parce que un cancer, ça fait pas mal normalement. Et j'imagine aussi que tu t'étais renseignée sur les conséquences cancer-grossesse. Pas du tout, parce qu'en fait, je connaissais quelqu'un qui avait été dans ce cas-là, qui avait eu un cancer pendant sa grossesse et qui avait été traité pendant sa grossesse. D'accord. Et elle s'en est très bien sortie, et le bébé s'en est très bien sorti, aucun effet secondaire sur le bébé, voilà. Donc j'étais tranquille dans ma tête, me disant... En te disant que les traitements pouvaient être adaptés à une femme enceinte. Oui, alors ils sont pas adaptés, mais... Ils sont possibles, quoi. Ils sont possibles. Pour toi, en fait, la grossesse ne risquait rien. Non. Pendant cette semaine, tu as réussi quand même à garder à peu près le moral avec tes enfants, ton mari. J'avais pas encore de diagnostic, je ne savais pas, et les médecins étaient a priori plutôt rassurants, en me disant que ça ne ressemblait pas à un cancer. Donc, oui, t'as pas psychoté, quoi. Non, j'ai pas psychoté. Tu t'es renseignée, mais sans céder à la panique. Exactement. Ok. Bon, et alors le jour de l'annonce arrive. Guillaume vient avec toi ? Oui. Ouais. Ça se passe à Curie aussi ? Oui. D'accord. Et alors raconte-nous comment ça se passe un jour d'annonce comme ça ? Donc on était avec Guillaume dans la salle d'attente de l'Institut Curie. Donc il faut voir une énorme salle où il y a une centaine de patients qui attendent. Une centaine ? J'exagère peut-être, mais enfin, en tout cas, plusieurs dizaines. Ah mais ouais. Enfin, c'est une grande... il y a pas mal... Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, avec, je sais pas, une quinzaine de box où les médecins reçoivent les patients les uns après les autres. Et donc, on était là à attendre. Je savais dans quelle box allait me recevoir ma chirurgienne. Et à un moment, je tourne la tête et je vois mon gynécologue de Port-Royal, habillé en civil, rentrer dans le box de là où m'attendait la chirurgienne. Et là, j'ai compris. J'ai dit à mon mari, accroche-toi mon chéri, ça va pas être bon. Il s'est passé 5 minutes. Le gynéco est ressorti discrètement. Il n'a pas vu que tu l'avais vu ? Il n'a pas vu que je l'avais vu. Il était avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et ma chirurgienne m'appelle. Je rentre dans le box. Je la regarde droit dans les yeux. Je lui dis, c'est pas bon. Et elle me répond, non, c'est pas bon. Et là, donc, je lui dis, ok, j'ai compris au moment où j'ai vu le gynéco de Port-Royal rentrer. Elle me dit, si vous l'avez vu, est-ce que vous acceptez qu'il vienne nous rejoindre ? Donc, il est venu avec le monsieur qui l'accompagnait, que je ne connaissais pas, qui était le chef du service de Port-Royal. Ah ouais. Et il y avait une autre dame qui était présente, qui après s'est avérée être mon oncologue. D'accord. Donc 4 médecins pour nous recevoir. Dis donc, c'était la grande équipe. Ouais, c'est pas les cas les plus classiques d'avoir des cancers. Je crois qu'à Curie, ils en traitent une dizaine par an. Des cancers de ce type-là ? Des femmes enceintes qui ont un cancer. Ok. Donc, voilà. Tu réagis comment, toi ? T'arrives à pas t'effondrer, Oui. Ouais, parce qu'en fait, c'est la semaine qui précédait où j'avais lu plein de choses. En fait, au fond de moi, même si j'avais jamais mis de mots dessus et que je ne savais pas ce qui m'arrivait, mon cerveau avait accepté la situation. Et donc, il y a eu quelques moments de désarroi quand j'ai vu mon gynéco, mais une fois que j'étais rentrée et qu'ils m'ont dit que c'était pas bon, j'ai dit, ok, d'accord. Maintenant, c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi les effets secondaires ? Toi, finalement, c'est fou, parce que tu as eu cet instinct, en fait, d'accumuler de l'information pour quelque part te familiariser avec ce grand saut dans l'inconnu et pour ne pas tomber de l'arbre, en fait. Là, en fait, tu étais presque en terrain, pas connu, mais en tout cas en terrain déblayé, quoi. Et donc, ils te disent quoi, alors, cette équipe des 4 médecins là, que tu as devant toi ? Qu'est-ce qu'ils te racontent ? Donc, le premier truc qu'ils me disent, c'est qu'on va faire ce qu'il faut pour vous et pour le bébé, pour faire que ça se passe au mieux. Alors moi, je leur ai toujours dit, j'ai 2 grands enfants. Maya, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai très envie de l'avoir, mais vous faites surtout ce qu'il faut pour que je puisse rester en vie pour les 2 aînés. Et là, ils m'ont tout de suite répondu. Ils m'ont dit, mais madame, la question n'est pas vous ou Maya. On va faire les 2 pour vous 2. Pour vous garder toutes les 2. D'accord. Donc là-dessus, j'ai été rassurée. Et ils me disent, par contre, c'est un cancer gros, agressif. Il faut qu'on commence le traitement au plus tôt.
Ils ont compris que j'étais au fait. Et ouais. Et donc, très rapidement, entre guillemets, ils ont pu rentrer dans le côté technique en me disant, bon, bah voilà, c'est ce type de cancer. Vous allez avoir tel type de traitement, chimio, chirurgie, radiothérapie, à telle fréquence. Voilà, tout de suite, on est rentré dans le concret de qu'est-ce qui allait se passer. Ouais, dans le plan d'attaque, quoi. Voilà. D'accord. Donc là, j'étais dans ce 4e cas, sans traitement de chimio ciblé. Et donc, avec des chances, des risques que la chimio ne fonctionne pas complètement et avec des risques de rechute qui sont très importants. D'accord. Et alors, c'était quoi le programme ? Alors, donc, chimio au plus vite, parce que la tumeur était grosse et qu'il fallait l'attaquer très, très rapidement. Donc, on me l'a annoncé le 12 septembre 2019 et je devais commencer la chimio une semaine après, le 19 septembre. Ok. En ayant Maya dans le ventre. Ouais. Donc, toute la semaine, entre le 12 et le 19, il fallait que je fasse tout un tas d'examens pour pouvoir savoir si mon corps était prêt à recevoir la chimio. Donc, un examen de cardiologie pour savoir si le cœur allait supporter. Il a fallu faire en urgence la 3e échographie pour savoir comment se portait le bébé. Un TEP IRM, parce que l'IRM, c'est ce qui permet de savoir s'il y a des métastases dans le corps. Sauf qu'un IRM, je ne pouvais pas le faire parce que j'étais enceinte. Alors, c'est quoi un TEP IRM ? Alors, je ne sais pas. C'est comme un IRM, mais on peut le faire quand on est enceinte. C'est pas recommandé parce qu'il y avait il y a des affiches partout disant si vous êtes interdit aux femmes enceintes, interdit aux femmes enceintes. Ouais. Mais bon, apparemment, moi, j'avais le droit. Alors, il a fallu mesurer le ventre pour savoir si je rentrais dans la machine. Ah ouais. Voilà, c'était un des critères. Heureusement, je suis pas très épaisse et mon ventre, c'est une taille normale, donc j'étais apte pour rentrer dans le TEP IRM. Donc, sachant que ce genre de machine, il y en a 2 en France et qui m'avaient trouvé un rendez-vous 2 jours après en urgence. Ouais. Une semaine d'analyse médicale dans tous les sens pour commencer, du coup, le 19 avec la première chimio. Ouais. Donc, sachant que ce qui était au programme, c'était 2 séances de chimio espacées de 3 semaines. On déclenche l'accouchement et après, on continue les chimios. Donc, au total, je devais avoir 16 séances. Et après, on devait raccourcir les durées entre les séances pour pouvoir passer à un rythme de chimio plus élevé pour vraiment bien tuer la tumeur au plus vite. Donc, de toute façon, il prévoyait que tu accouches un petit peu en avance et de déclencher l'accouchement. Donc, à quoi, 8 mois ? Oui, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu te dis, toi, à ce moment-là, quand vous rentrez chez vous, là, le soir de ce jour d'annonce avec Guillaume qu'est-ce que vous vous dites entre vous et à vos enfants ? Alors, moi, je rentre en mode guerrière. En mode, il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit. Je vais me battre. J'ai 2 enfants, un 3e qui va arriver. Je peux pas les laisser, c'est juste pas possible. Guillaume, ça a été la douche froide. Il était complètement abattu parce qu'il s'y attendait pas. Il n'avait pas eu cette semaine de préparation, cette semaine d'acceptation. Donc lui, il a pris ce jour-là. Et accessoirement, si ça se passait mal, il allait avoir à élever 3 enfants seul. Donc là, gros désarroi. D'autant plus qu'on est très fusionnel, donc difficile. Pendant toute ta semaine de recherche, là, est-ce que t'avais pas partagé avec lui ? Tu voulais le protéger ? Tu voulais pas lui raconter tout ce que tu apprenais ? Je voulais pas l'effrayer. C'est ça. Et moi-même, j'étais pas effrayée par la situation. Ouais, mais c'est vrai que lui, il s'est pris un mur, quoi. Oui. Et alors, comment vous avez passé cette soirée-là, cette première soirée après avoir eu le diagnostic ? On l'a annoncé aux enfants. Le soir même ? Le soir même. Ouais. Le médecin nous avait dit, parlez-en à vos enfants, ils sentent tout, donc ils vont savoir ce qui se passe. Si vous laissez dans le flou, ils vont angoisser. Voilà. Donc du coup, on leur a dit, c'est moi qui leur ai dit, très posément, parce que j'avais déjà fait ce travail d'acceptation. Ça aurait été plus compliqué, je pense, pour Guillaume, en leur disant, j'ai un cancer, c'est grave, on peut en mourir, mais j'ai une furieuse envie de me battre, et 2,
je suis dans un très bon établissement où ils vont faire le nécessaire pour me sauver. Ça a été la douche froide aussi pour eux, séance de larmes pendant 30 minutes. Ouais. Et au bout de 30 minutes, ils sont retournés faire de la console. D'accord. Donc en tout cas, après les larmes, il y a eu, la vie a repris son cours. Oui. Et donc toi, tu étais partie pour faire une semaine de batterie d'examen. Et avec le TEP IRM notamment, où alors je ne maîtrisais pas les enjeux, ils ne m'avaient pas expliqué au moment où je faisais l'examen, et c'est pas plus mal, parce que l'IRM te permet de savoir s'il y avait des métastases ailleurs. Et donc là, le diagnostic n'est pas du tout le même quand on a des métastases ou pas. Ouais. Et donc ce TEP IRM était prévu 2 jours après, c'est ça ? Bon, et alors il a lieu, ce TEP IRM ? Il a lieu à 7h du mat, à Henri-Mondor, Créteil, où je me retrouve à naviguer dans les couloirs déserts au 5e sous-sol pour aller trouver la machine qui va bien pour faire mon examen. Ah ouais. Et du coup, je le fais et heureusement, j'étais pas seule. J'avais Maya et pendant tous les examens, à chaque fois, je lui parlais au fond de moi en lui disant « ça y est, la guerre commence, tu vas voir, on va les battre ». J'avais vraiment cette hargne et le bonheur de l'avoir en moi et de pouvoir me dire « je suis pas seule à faire tout ça ». Et donc, à l'issue de l'examen, le médecin vient me voir en me disant écoutez, on voit des petites traces au niveau des ganglions, au niveau du sein gauche, la grosse tumeur au niveau du sein gauche, des petites traces au niveau du ganglion, mais a priori, rien ailleurs. Donc ça, comme tu dis, parce que c'était vraiment... je ne mesurais pas l'importance de cet examen et des résultats, mais... Ouais, gros ouf. Et je l'ai compris quand l'oncologue m'a appelé dans la journée en me disant c'est une super nouvelle, Ouais, gros soulagement parce que donc ça voulait dire qu'il fallait anéantir ce qu'il y avait dans le sein, mais il n'y avait rien ailleurs. Voilà, a priori que le cancer ne s'était pas échappé dans le reste du corps. D'accord, bon, et alors la suite de la semaine s'est passée comment ? Écoute, la suite de la semaine, donc je commence la chimio le jeudi 19 septembre, première chimio, avec un énorme sourire en arrivant là-bas, en me disant « chouette, je vais pouvoir enfin avoir le médicament qui va me sauver ». C'est comment une séance de chimio comme ça quand on découvre pour la première fois ? Alors, donc tu es en hôpital de jour, donc ça veut dire qu'il y a des dizaines de lits de personnes qui viennent, qui s'installent sur les lits. On nous installe les traitements qu'on va recevoir via ce qu'on appelle un pack. C'est une espèce de petite boîte qu'on a au préalable insérée sous la peau et qui permet qu'on plug dessus la seringue plutôt que de faire systématiquement des piqûres en intraveineuse. Là, on plug dans cette petite boîte qui est reliée à une veine et donc du coup, on reçoit le traitement par cette petite boîte. D'accord. Donc, on s'installe, ils nous pluguent les traitements et puis après on part pour 2 heures de traitement des différentes chimios qui s'enchaînent les unes après les autres, du lavage avec du sérum Phi, des médicaments préalables pour éviter les nausées, enfin voilà. Comment tu vis cette première séance, toi ? Je le vis comme un soulagement. Parce que vraiment, je me suis dit, c'est ça qui va me sauver. Donc, cette première séance de chimio s'achève. Et après, il y a des effets secondaires. Enfin, tu rentres chez toi le soir, comme si... Oui, il peut y en avoir. De la fatigue, il peut y avoir des nausées. Est-ce que c'est une chimio où tu perds tes cheveux ? Alors, lors du tout premier rendez-vous, lors du rendez-vous d'annonce, je leur avais demandé de me dire tous les effets secondaires possibles. Ouais. Et ils m'avaient dit, dès la 2e chimio, les cheveux, clairement, vous allez les perdre. Dès la 2e ? Dès la 2e. Très rapide. Hein. Ouais. Donc, ils m'avaient conseillé de me faire couper les cheveux très, très courts pour éviter de voir les cheveux tomber par plaques. Oui. Voilà. Tu les avais longs, tes cheveux ? Ouais, je les avais aux épaules. D'accord. Ouais. Ok. Donc, tu rentres chez toi le soir. Toi, mentalement, tu es vraiment en mode guerrière, quoi. Exactement. Guillaume, comment ça va pour lui ? Forcément, c'était difficile. Et du coup, il se met en mode, je vais gérer tout ce qui est logistique, administratif.
Voilà, donc notamment vis-à-vis des médicaments, parce que pour faire des chimios, on a une batterie de médicaments à prendre avant, après, en fonction des symptômes. Voilà. Ah ouais. Donc c'est lui qui gérait tout ça, me dire là, il faut que tu prennes tel médicament, à faire des tableaux pour pouvoir suivre. À gérer tous mes rendez-vous, à prévoir tous mes rendez-vous médicaux que j'allais devoir faire. Ah ouais, génial. Voilà, donc c'était vraiment, pour lui, sa façon de m'aider. Moi, j'avais pas à réfléchir, moi, j'avais juste à accepter le traitement et à me battre. Et lui, c'était lui qui gérait toute la logistique. Génial, c'était ton super assistant, quoi. Et exactement. Plus tout l'aide qu'on a pu avoir par ailleurs des personnes dans le quartier, qui nous ont énormément aidés. Combien de personnes nous ont apporté des petits plats à manger, nous ont pris les enfants quand on avait besoin, les 2 aînés. Enfin voilà, on a reçu une aide monstrueuse. Il y a eu une belle solidarité. Un énorme élan de solidarité. Bon, et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est... Donc, je reviens à la maison, je me repose, puis là... je commence à avoir des petites contractions. Donc là, je me dis, bon, c'est des contractions, mais elles font pas mal. Tu t'inquiètes pas plus que ça. Pas du tout. Mais elles sont quand même régulières, toutes les 5 minutes. Donc, au bout de 2 heures de contraction, j'envoie un message. J'appelle l'oncologue pour lui dire, écoutez, est-ce que c'est normal quand même si les contractions, s'il y a des contractions après la chimio? Elle me dit, écoutez, a priori, non, je pense pas qu'il y ait lien, mais appelez Port-Royal quand même pour savoir. J'appelle Port-Royal, je leur explique la situation. Ils me disent, écoutez, prenez une douche, calmez-vous, tranquille, et puis vous voyez dans 1 heure. Donc je prends ma douche, j'attends, et puis c'était toujours contraction sur contraction. Donc là, je dis à Guillaume, on va peut-être quand même aller à Port-Royal. Donc on va là-bas. Effectivement, le travail s'était mis en place. Oh là là. Et donc, ils me mettent en salle d'accouchement. J'étais 2 mois à l'avance. Elle était prévue pour le 20 novembre et on était le 19 septembre. Donc, t'étais à 7 mois de grossesse. À 7 mois de grossesse. Et alors, on te dit quoi par rapport à une éventuelle naissance prématurée là Quels étaient les risques? Que te disent les médecins? Qu'on va l'arrêter. On va arrêter on va faire ce qu'il faut pour arrêter. Alors, on va... Pour arrêter le travail. Pour arrêter le travail. On fait quand même, au cas où, une piqûre de corticoïdes pour accélérer le développement des poumons. Ouais, c'est ça. Et qu'après, on essaie d'arrêter et que bien souvent, on arrive à arrêter et que les grossesses vont à terme. Comment ils arrêtent le travail? Enfin, c'est quoi la technique? Genre, ils m'ont injecté un médicament. Alors après, je me souviens plus du nom du médicament. Bon, en tout cas, ils t'injectent quelque chose qui stoppe le travail, normalement. Exactement. D'accord. Alors après, comme j'avais eu le matin même la chimio... oui, ça faisait beaucoup d'injections, là. Voilà, et puis il fallait surtout s'assurer de la compatibilité entre les deux. Eh oui, bien sûr. Donc, voilà. Bon, et alors, tu passes la nuit à l'hôpital ? Voilà, alors vers 2-3 heures du matin, les contractions ont suffisamment diminué pour que je remonte dans une chambre. Voilà, donc normal. Finis la nuit dans la chambre avec Guillaume qui a la possibilité de rester dormir là-bas. Je passe la journée le lendemain matin tranquillement jusqu'à 18h, où là, les contractions reprennent, fortes et très régulières. Donc, au bout d'une demi-heure, j'ai la sage-femme qui vient me voir pour faire le contrôle. Elle m'ausculte, elle me dit « Ah oui, vous êtes déjà à 3 ». Donc, on redescend dans la salle d'accouchement. Pour le coup, le travail était quand même vraiment bien avancé. Donc, j'ai juste eu le temps d'avoir la péridurale. Quand tu réalises que tu vas accoucher ce jour-là, qu'est-ce que tu te dis ? Je suis contente, je me dis chouette. Ah ouais ? Ouais, alors c'est peut-être l'effet hormone, hein. Mais t'es pas inquiète pour ton bébé ? T'es pas inquiète qu'elle soit trop petite ? T'es pas... Non, je l'étais pas. Non. Alors, pourquoi, je sais pas te l'expliquer, mais non, au fond de moi, j'étais sereine. Donc accouchement voix basse, qui s'est très bien passé, très rapidement. Et au moment où il la sorte, il m'avait prévenu, il m'avait dit, vous savez, 2 mois d'avance, vous pourrez pas faire de peau à peau, on va tout de suite l'emmener, la mettre dans un sac plastique pour pas qu'elle perde la chaleur corporelle. Il la sorte, je la regarde, elle était énorme. Ah bon ? Elle était énorme, il la met dans le sac plastique et du coup, il me la met sur moi à faire, alors du pot à sac, parce que c'était pas, mais à la mettre sur moi et voilà, et à avoir ces quelques contacts extraordinaires. Génial. Et Guillaume qui s'attendait à ce qu'elle parte au bout de quelques secondes, il a même pu couper le cordon.
Ah, mais merveilleux. Donc, c'était un accouchement très réussi. Ouais. Mais quand tu dis qu'elle était énorme, c'est-à-dire... Elle faisait 2 kilos, 2,50 kg. Ah ouais, ça va. Donc au final, pour son terme, je m'attendais tellement à avoir une crevette minuscule que quand je l'ai vue plus de 2 kilos, je me suis dit, bon, elle, ça va bien aller. Et ouais. Voilà, je m'en fais pas pour elle. Quelque part au fond de moi, je me suis dit, c'est elle qui a décidé de sortir parce que j'avais en moi la chimio. Et quand même pas recommandé pour un fœtus, hein. Mais voilà, et je me suis dit, c'est la nature qui est bien faite. Et elle a la volonté, et elle a la taille, donc c'est bon. Elle, ça va le faire. Maintenant, il n'y a plus que moi à réussir à gagner ce combat contre la maladie. Ouais, c'est fou, hein, ce que le corps est capable de provoquer en mal comme en bien. Ouais. T'as raison, c'est peut-être pas un hasard si elle a décidé de sortir à ce moment-là. C'est qu'elle se sentait prête et qu'elle savait qu'elle avait suffisamment de gras sur son petit corps pour, certes, être en couveuse, mais pas être dans un état critique, quoi. Tout à fait. Bon, donc finalement, cet accouchement 2 mois à l'avance s'est passé au mieux. Et alors, quand tu l'as vu, quand tu dis que tu vous formiez une équipe là toutes les deux, est-ce que tu l'as reconnu, voilà, et qu'est-ce que ça t'a fait, quoi, de voir ce troisième bébé là, ce troisième cadeau? C'était ma petite force qui sortait et qui allait m'accompagner, alors avec les 2 autres, hein, naturellement, mais voilà, j'avais enfin mon trio avec mon mari qui allait pouvoir me booster et j'avais plus à réfléchir, il fallait que j'avance et voilà, ça m'a... Et alors, du coup, elle est partie en soins, en néonate Elle a été avec la lampe chauffante pendant quelques heures, mais pas très longtemps. Et elle était vraiment dans les petits berceaux en plexiglas qu'on connaît, donc même pas en couveuse. Ah ouais. Voilà. Mais elle était dans un service de néonate ? Elle était dans un service de néonate. D'accord. Ouais. Mais elle n'était pas branchée à des machines ? Ah si. Oui, si, effectivement. Elle était scopée avec le cathéter au début dans le bras. Donc, elle a arraché 2 fois. Donc, après, ils lui ont mis le cathéter dans la tête. D'accord. Ça servait à quoi, le cathéter ? Alors, le cathéter, c'était pour la nourrir. Ouais, par sonde, quoi. Ouais. Exactement. Et alors, toi, comment s'est passé ce séjour ? Combien de temps es-tu restée ? Est-ce que tu allais la voir tous les jours ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'allais la voir, effectivement, tous les jours pour pouvoir faire du pot à pot pendant des heures et des heures, quoi. Ah, génial. Je pouvais forcément ni l'allaiter, ni même la nourrir, parce qu'elle n'avait pas encore développé la succion. D'accord. Donc c'est pour ça qu'au début, il la nourrissait par le cathéter. Et donc je suis restée après 4 ou 5 jours à la maternité. Et alors toi, la prochaine séance de chimio était prévue combien de temps après ? 2 semaines après. D'accord. Au début, elle devait être espacée de 3 semaines, les premières chimios. Mais parce que tu étais enceinte. Parce que j'étais enceinte. Eh oui, c'est ça. Et comme j'avais accouché, ils ont dit on rétrécit les intervalles entre les 2 chimios pour accélérer et faire que le traitement soit le plus efficace possible. Toi, tu as pu rentrer au bout de quelques jours ? Maya, effectivement, est née le 20 septembre et moi, je suis sortie de la maternité le 24. D'accord. Ça a été un moment un peu difficile, le retour à la maison où on rentre sans son bébé. Et là, je me revois à marcher hagard dans l'appartement en me disant il me manque quelque chose, quoi. Ouais. Là, ça a été un peu difficile. Et alors après, comment se passent les jours d'après ? Avec donc Maya qui était en néonate, toi qui venait d'accoucher quand même, accessoirement, et qui devait enchaîner en fait avec une 2e séance de chimio et puis après avec toute la suite du traitement. C'était quoi le plan d'attaque ? Tous les jours, du coup, on allait à la maternité pendant 3-4 heures pour pouvoir s'occuper de Maya, faire du pot à pot. Et après, je rentrais à la maison. Bon, c'est sûr que j'étais fatiguée de par l'accouchement, de par la chimio. Et du coup, je me reposais à la maison. Et au final, je peux pas m'empêcher de voir plein de choses de manière positive. Et là, je me dis qu'en fait, cet accouchement prématuré, ça m'a permis que Maya soit gérée en maternité pendant que je récupérais, que je faisais mon traitement et que je récupérais de l'accouchement. Donc même s'il y a eu cette séparation, moi je le vivais vraiment très positivement, quoi.
Tu as raison de voir le verre à moitié plein, parce que dans ces moments-là, la fatigue et ton état physique, ta forme physique était essentielle. Enfin, Maya, elle avait aussi besoin de toi en forme, quoi. Oui. Et tes deux aînés, n'en parlons pas. Oui. Et donc, finalement, voilà, tu as pu récupérer tout ce que tu pouvais récupérer, quoi, en sommeil. Oui. D'accord. Et donc, Maya est restée combien de temps en tout en néonate ? Elle est restée 5 semaines. Donc, au bout de 5 semaines, Maya est arrivée à la maison. Ouais. Enfin. Comment ça s'est passé, cette arrivée-là de cette petite fille dans la famille, dans son nid. Les aînés étaient ravis. Alors, ils l'avaient vue déjà une fois en néonate, mais voilà, c'est qu'une seule fois. Et du coup, en 5 semaines, ça faisait pas beaucoup. Ah oui, ça faisait pas beaucoup, effectivement. On se dit, ça y est, tout le monde est de retour à la maison. On vit notre petite vie à 5. Et alors toi, en parallèle, tu continuais le traitement ? Oui. Alors comment ça s'est passé, la suite, pour toi ? Après, j'ai enchaîné. Alors, j'ai eu au total 14 séances de chimio. Oh, 14 ? 14. Ah ouais, c'est énorme. Qui sont enchaînées après. Donc toutes les 2 semaines, tu retournais à Curie ? Alors, au début, toutes les 2 semaines, sur une certaine molécule. Et puis après, on change de molécule. On passe sur une autre molécule qu'on prend toutes les semaines. D'accord. Jusqu'au 14 février. Ou la Saint-Valentin, où j'ai fait ma dernière séance de chimio. Ah, c'était la date ultime de la fin donc du traitement chimio. De la première partie du traitement, la chimio. C'était quoi la suite ? Après, chirurgie, qui devait avoir lieu 1 mois après. D'accord. Avec une mastectomie totale et le curage ganglionnaire, donc retirer tous les ganglions qui sont à proximité du sein. D'accord. Et puis la 3e étape, radiothérapie. La mastectomie était inévitable ? Oui. D'accord. Et surtout, en fait, vu la taille de la tumeur. Eh oui. Je voudrais juste quand même qu'on revienne sur tous ces premiers mois à 5. Tu avais formé la famille dont tu rêvais, tu étais jeune maman de ce 3e bébé. Quel souvenir tu as en fait de ce postpartum ? Comment était la vie à la maison ? La vie était finalement surtout cadencée autour des traitements. Ouais. Malheureusement, c'est vrai que j'ai peut-être pas vécu les premiers mois de Maya comme j'aurais pu les vivre sans ce cancer. Mais au final, peut-être encore plus à apprécier les moments en famille, que ce soit avec Maya. Ou que ce soit avec mes aînés. Parce que toi, concrètement, tu étais dans quelle forme physique ? Et je dirais, j'ai eu très peu d'effets secondaires. Alors, quand j'en discute avec les gens qui ont eu des chimios, ils me regardent avec des gros yeux. J'avais vraiment cette envie de me battre. Et du coup, j'étais vraiment tout le temps dans le positif. Et c'est là où on se rend compte de la force du mental. C'est que les effets secondaires, j'en voulais pas. C'était hors de question. Je voulais pas être fatiguée. Je voulais pas avoir de nausées. Les cheveux, bon, ça je l'avais accepté. Donc ils sont tombés. Bon, je sais pas si j'aurais pu faire grand chose, mais voilà. Tu te les étais coupés courts. Oui, j'avais pris la décision à la maternité. Au début, c'était un peu difficile de me dire que j'allais les couper parce que je les ai toujours eu longs. Je me suis dit, en fait, c'est un traitement comme un autre. Prends-le comme un acte médical comme un autre. Le premier jour où je suis rentrée à la maison, j'ai appelé quelqu'un pour venir me raser les cheveux. Ah oui, raser, même pas couper court, raser. Ouais, raser. Je me revois à sentir mes cheveux tomber dans mon dos avec un énorme sourire. Disant, voilà. Et ça te permettait au moins de ne pas les voir tomber. Exactement. Tu décidais du moment. Ouais. Et même chose pour les effets secondaires de chimio. C'était pas possible. Enfin, voilà, j'en voulais pas et j'en ai quasiment pas eu. Et même quand j'ai eu ces moments de grosse fatigue où tous mes indicateurs étaient très bas, je me sentais pas fatiguée. C'est que quand j'ai vu les résultats, j'ai pris conscience qu'effectivement c'était bas et là je me suis sentie fatiguée. Mais avant, non. D'accord. Et c'est le message que je voudrais passer, c'est de dire voilà, la tête, elle fait énormément de choses. Et voilà, et moi dans tout mon combat, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Ouais, le mental, c'est le moteur, quoi. Ouais. Hein. Donc finalement, tes 3 enfants avaient une maman
certes à la maison, certes qui n'avait plus de cheveux, certes qui avait quelques rendez-vous médicaux, mais une maman debout. Tout à fait. Et dans une logistique du quotidien avec eux, comme avant, quoi. Tout à fait. Je les accompagnais à l'école comme d'habitude. Les copains venaient à la maison dormir. Voilà. Je mettais un point d'honneur à ce que tout soit normal pour eux. Ouais. Et je pense que ça les a rassurés. Oui, c'est ça. Ça n'a pas changé leur vie d'enfant. Tu as réussi à préserver ça. Vraiment, bravo. Et Guillaume, ça allait? Il continuait d'être le super assistant, gérant la charge mentale, la logistique, les rendez-vous, tout ça? Ouais, alors un peu moins après, parce que finalement, j'ai pu reprendre... T'as pris le relais. Ouais, j'ai pris le relais. Et il m'a vu, finalement, gérer comme d'habitude, quasiment. Donc, ça l'a vachement rassuré, je pense. Après, il y a quand même toujours cette angoisse de se dire comment ça va finir. Mais au global, finalement, on a vécu quelques mois après la naissance de Maya de manière complètement normale. Donc le 14 février 2020, c'était donc la fin de la chimio. Ouais. Et la mastectomie était prévue 1 mois après. Tout à fait. Comment tu l'appréhendais, toi, cette mastectomie? Qu'est-ce qui était prévu? Est-ce que tu avais prévu de faire une reconstruction après? Moi, je vivais ça comme un soulagement. Donc, vraiment, qu'une hâte, c'était de pouvoir me faire opérer. Et je me souviens, je me revois sur la table d'opération à pleurer, alors entre un petit peu d'angoisse, en me disant, pourvu que je me réveille, et la joie de me dire, enfin, on va pouvoir m'enlever cette saleté, quoi. Comment on se réveille d'une opération comme ça, où on vous a enlevé un sein? Ouais, moi je me suis réveillée avec un énorme sourire en me disant ça y est, je me suis réveillée, et on me l'a supprimé. Je pouvais pas m'empêcher de sourire toute la journée. En plus, j'étais contrairement à ce que je m'attendais à être fatiguée, à avoir du mal à utiliser mon bras. Et le jour même, je me levais, je prenais ma douche, je m'habillais toute seule. Ah ouais, t'as super bien réagi. Ouais. Et tu n'avais pas prévu de faire une reconstruction en même temps? Parce qu'il je sais que c'est possible, ça, de faire les deux dans la foulée. Tout à fait. Alors, les deux sont envisageables et on me l'avait proposé. Ça impliquait de faire la radiothérapie avant la chirurgie. Moi, j'avoue que j'ai dit non, vous me faites le protocole classique, donc à savoir chirurgie sans reconstruction. Ce qui n'empêche pas d'en faire une plus tard. Ce qui n'empêche pas d'en faire une plus tard. D'accord. Et donc, suite à une opération comme ça, on reste combien de temps à l'hôpital? Comment ça se passe, les suites? Je crois que je suis sortie le lendemain. D'accord. Et je m'attendais à pas pouvoir porter Maya pendant près de 15 jours. Ouais. Et puis, le jour où je suis rentrée à la maison, je la portais... dis donc, normalement. Quelle force! Non, mais c'est fou, tu te remets de chaque étape. T'as jamais été anéantie, terrassée par la fatigue ou les traitements, quoi. J'ai jamais voulu laisser de place à tout ça. Est-ce que tu te faisais aider psychologiquement pendant tous ces mois? On me l'avait demandé, on m'avait dit à l'Institut Curie, ce serait bien que vous voyiez un psychologue. Donc je l'ai vu, on a discuté pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, il m'a regardé en me disant je crois que ça va bien, je crois que vous n'avez pas besoin d'aide. Je dis oui, c'est ça. Et voilà, donc Toi, t'en avais pas spécialement envie non plus de suivre des séances. Ok. Et donc, suite à la mastectomie, la radiothérapie pouvait ensuite démarrer combien de temps après? 1 mois après. Combien de temps prévu pour cette dernière partie du traitement? 25 séances de radiothérapie, donc à raison de 5 séances par semaine. Ça se passe comment, la radiothérapie, concrètement? C'est comme si on te faisait une radio classique. Donc, tu t'installes sur un lit avec des machines qui bougent autour de toi. Ouais. Pendant 5 minutes, font ce qu'ils ont à faire. Et puis, voilà, après, tu te rhabilles et puis tu pars. Donc, du lundi au vendredi, pendant 5 semaines, tu vas faire ta séance de radiothérapie. Tout à fait. Et ça provoque des effets secondaires? C'est quoi? Oui, on m'avait dit que ça pouvait provoquer pas mal de fatigue et des brûlures. La fatigue, autant te dire que j'en voulais pas. Ouais. Donc, que j'en ai pas eu. Ouais. J'étais survoltée à aller faire mes séances de radiothérapie, voilà.
Alors, faut savoir qu'entre-temps, il y avait une étape importante. Ouais. Le 18 mars, le jour où on a été confinés, ma chirurgienne m'appelait pour me dire, dans ce qu'on vous a enlevé pendant la mastectomie, on a analysé, il n'y a plus aucune cellule cancéreuse vivante. Donc, le jour du confinement, pour moi, j'étais sauvée et mon cancer était terminé. Ah, d'accord. Oui, il pouvait rien rester dans ton corps, c'est ça ? Exactement. Mais malgré tout, il fallait quand même faire la radiothérapie pour compléter, finir le traitement. Exactement. Moi, ce que j'appelle du peaufinage. Oui, donc je comprends mieux pourquoi tu allais à ces séances de radiothérapie survoltées. C'est parce que, en fait, déjà, tu savais que tu avais gagné la bataille, quoi. Exactement. Ouais. Tu arrivais quand même à faire tes séances malgré le confinement ? J'ai pas pu faire ma rééducation du bras. D'accord, ok. Donc ça, je l'ai fait à la maison avec des tutos sur YouTube. Ah ouais ? Et ça a parfaitement marché. Bon. Du coup, après, la radiothérapie a commencé, plus ou moins quand on a été déconfinés, mais il y avait très peu de personnes dans la rue. Donc, je faisais mes balades tranquillement dans la rue, sous le soleil, avec personne dans Paris, à me dire « Paris est à moi ». C'est ça. Et surtout, la vie est à moi. Hein. Ouais. Ce foutu cancer n'aurait pas ta peau. Exactement. Hein. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu es guérie du cancer. Et je vois la vie de manière complètement différente par rapport à avant. Qu'est-ce qu'il a changé chez toi, ce cancer ? En fait, c'est une chance énorme qui m'est arrivée. Je vis beaucoup plus légèrement. Je stresse beaucoup moins. Je suis juste heureuse, quoi. Heureuse et je vois la vie en rose. Toi qui voulais pimenter, mettre un peu de peps dans ta vie, voilà, j'imagine que tu pensais pas que ce serait à cette dose-là. Pas aussi bien réussi, effectivement. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire aux femmes qui vont se retrouver dans cette situation-là ? Qu'il faut faire confiance à son corps parce qu'on lui trouve des ressources qui sont juste incroyables. Se faire confiance à soi-même, à sa tête, être serein et profiter. Pourquoi c'est important pour toi quand même que ce mois d'octobre rose existe ? Il est primordial de communiquer sur le cancer du sein et de favoriser les détections au plus tôt. Il faut vraiment pas faire l'autruche et se surveiller très régulièrement pour pouvoir, si c'est effectivement un cancer, le prendre au plus tôt. Donc aujourd'hui, Maya a 1 an, tout juste là, parce qu'elle a eu 1 an fin septembre. Exactement. Hein. Toi, donc, le cancer ne fait plus partie de toi. C'est encore très frais, mais on te sent rayonnante, lumineuse. Tu dis que tu vois la vie en rose. Je pense que c'est une belle phrase de fin pour cet épisode spécial Octobre Rose. Donc merci beaucoup, Anne, d'avoir partagé ton histoire. Je vous souhaite de continuer de voir la vie en rose tous les 5. Tu vas pouvoir la voir grandir, cette petite fille. Ouais. Et puis les deux aînés aussi. Alors profitez bien. Merci. Salut Anne. Salut Clémentine. I feel like singing in the musical. I feel no shame dancing in the station. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu et vous incitera certainement à ne rien négliger et à vous faire surveiller, palper les boobs autant de fois que cela sera nécessaire pour éloigner tout soupçon ou pour déceler à temps ce qu'il faudra déceler. En tout cas, je remercie beaucoup Anne d'être venue nous raconter son histoire. Quant à nous, on se retrouve bien sûr lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos seins et puis bien sûr, long live the bliss. My only wish. I run into those streets, it burned till my feet. The sun's what have me free. Today all fears vanished, time to be selfish. Spring was my own.